RCF. On se retrouve aujourd'hui dans cet espace parole pour discuter intelligence artificielle, réseaux sociaux, quel usage des outils numériques pour servir le bien commun. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée de deux experts en la matière. Bruno Cohen, qui est diplômé de sociologie de l'Université de Lorraine, doctorant en sciences de l'information et de la communication. J'ai tenté de résumer son sujet de thèse, mais qui complétera par la suite. Peut-on redonner goût à la chose publique ? Peut-être un mot sur également votre parcours, donc scénographe, réalisateur, et maintenant vous travaillez sur ce sujet de thèse. En quelques mots. Merci, bonjour tout le monde. En effet, j'ai un parcours plutôt atypique, et comme tout le monde, ou presque. J'ai au départ une formation de réalisateur et de scénographe. Et puis ensuite, après, j'ai pendant quelques années travaillé dans ces mondes-là avant de faire d'occuper des fonctions de directeur de la mission Intelligence des territoires à la métropole du Grand Nancy, et puis ensuite directeur de la Fondation Humanisme Numérique. Et donc aujourd'hui, j'arrive au bout de ma carrière, je suis après ma carrière, et j'ai donc décidé de construire une thèse, enfin de travailler, et donc je suis à la fin de ma thèse au CNAM à Paris. Voilà. En sciences de l'information et de la communication. Vous pouvez garder le micro. Et donc nous sommes également accompagnés de Kevin Guélave, qui est adjoint au maire d'Épinal en charge du développement du numérique, mais également vice-président du syndicat mixte d'informatisation communale des Vosges. Mais dans son emploi, de par sa profession, chef de projet numérique au département des Vosges, peut-être un mot sur cette passion pour le numérique à tous les niveaux. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une passion, en tout cas c'est une vocation, on va plutôt l'amener comme ça. C'est un sujet qui m'est venu naturellement, parce que on va dire je suis né dedans, comme Obélix, je suis tombé dans la potion magique quand j'étais petit. Et aujourd'hui, l'angle qui m'intéresse particulièrement, c'est comment la collectivité territoriale se saisit des sujets du numérique, comment au niveau des organisations, on peut piloter ce sujet du numérique, en tout cas quel sens on y donne, pourquoi on s'en sert et qu'est-ce qu'on fait des données qu'on collecte. Donc on va démarrer, vraiment l'idée c'est que chacun puisse prendre la parole sur ces sujets-là, puisse intervenir à n'importe quel moment. J'aimerais qu'on débute par le numérique éducatif. On parle souvent de réduire la fracture numérique. Quels sont les enjeux aujourd'hui liés à la fracture numérique ? Je commence, mais tu compléteras. J'imagine beaucoup mieux que moi. Moi, sur les enjeux du numérique éducatif, alors je vais prendre ma casquette collectivité là tout de suite. C'est la grande question, c'est déjà les sujets d'électronisme et les sujets d'accès. Il y a un gros sujet autour de l'accès au numérique. Je reprenais cet exemple tout à l'heure, pas plus tard qu'il y a quelques minutes à table. Il y a quelques années, en 2019, septembre 2019, à Épinal, mon collègue a décidé de mettre en place un portail famille, un portail qui permettait, un ENT, qui permettait aux parents de pouvoir, pour les écoles primaires, avoir accès aux devoirs et échanger avec les enseignants. 2019, septembre. Mars 2020, confinement. Premier sujet déjà, on a eu le nez creux. Deuxième constat, on a eu le nez creux, mais on doit mettre en place quand même une tournée de devoirs pour aller chercher les devoirs et les emmener à 700 enfants. 700 enfants du primaire sur Épinal, à qui on doit amener individuellement les devoirs, alors qu'on a mis en place un portail numérique pour communiquer avec eux. Ça pose une question derrière, c'est-à-dire qu'il y a un outil numérique qui est en place, il y a un outil qui est accessible pour le numérique éducatif, et pourtant, le papier reste pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'accès. Il faut développer cet accès parce que quand il y a un téléphone ou un PC dans la famille et qu'il y a 3 enfants, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a un problème de conscience, connaissance des parents. On peut mettre tous les portails qu'on veut à partir du moment où on n'accompagne pas les familles à s'en servir et à l'utiliser.
et ben derrière, l'enfant, lui, n'aura pas l'accès directement. Et enfin, c'est un sujet aussi de culture. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, on a des familles qui sont contre, qui n'ont pas envie, qui ne souhaitent pas, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, je ne vais pas juger là-dessus. Mais si on ne souhaite pas y aller, et ben à un moment, ça veut dire qu'il faut tourner autour et apporter ça. Alors, c'est pas ce sujet-là qui a amené le département des Vosges à s'engager sur le TNE, le territoire numérique éducatif, qui est là finalement pour accompagner les collectivités dans la mise en équipement des écoles, la mise en équipement des enseignants et des classes, pour réduire cette fracture et accompagner les enfants vers le sujet du numérique. Mais moi je trouve que ce constat il est quand même plutôt très parlant aujourd'hui. Quand on se dit qu'il y a 70%, quand on met un outil informatique, on a 70% des familles qui suivent et 30% qui ne suivent pas. Pour le numérique éducatif, est-ce qu'on peut se permettre d'avoir 30% des enfants qui ne suivent pas? Est-ce qu'on met 30% des enfants au bord de la route quand on met en place un outil? Et qu'est-ce que l'on doit réfléchir? Comment on doit le réfléchir? Quelle fracture on crée pour demain en amenant ce sujet-là comme ça? Alors, c'est de par un exemple que j'amène le fond de ma réflexion. Et ensuite, l'avenir, c'est quoi? Comment on y va et comment on accompagne tout le monde là-dessus? Et est-ce qu'un monde du tout numérique est souhaitable et intéressant? Et ça, c'est un sujet qui serait intéressant aussi de développer. Peut-être que vous voulez compléter sur les enjeux du numérique. Exactement, je vais essayer de rebondir là-dessus. Je pense que la question est de savoir, finalement, on ne peut plus trop contourner le numérique. Enfin, ce qu'on appelle le numérique, d'ailleurs, qui est un terme un petit peu générique pour dire à la fois une révolution industrielle majeure, et à la fois des usages, à la fois un milieu, à la fois une culture, à la fois beaucoup de choses. Donc c'est d'abord très compliqué d'y voir clair, et d'y voir clair, y compris dans savoir où ça va, quoi. Quel est le sens, au fond, de cette transformation radicale des relations entre les personnes et les organisations, entre les organisations et les systèmes. Enfin bon, il y a là toutes sortes de choses très compliquées. Donc, au-delà de la question de l'inclusion ou de la recherche d'une inclusion telle que vous l'avez évoquée, on peut s'interroger sur le sens de cette transformation. Qu'est-ce qu'elle nous dit du monde dans lequel on est? Qu'est-ce qu'elle nous dit des rapports que nous construisons les uns avec les autres? Et une fois qu'on commence à réfléchir sur ces questions-là, évidemment, le numérique, comme le reste d'ailleurs, devient une question centrale. Au fond, on commence à faire un petit peu de politique, pas au sens étroit du terme, mais au sens large du terme, c'est-à-dire comment je suis concerné par les affaires de la cité, comment je suis concerné par les affaires de la société dans laquelle je suis, avec laquelle j'entretiens des relations, et comment ces relations que j'entretiens avec cette société me transforment, comme moi je transforme la société. Donc le numérique ne peut pas être isolé de tout ce contexte, qui est un contexte beaucoup plus large, plus riche, plus puissant qu'une simple révolution technologique. Je dis simple avec des guillemets parce qu'elle est loin d'être simple sur le plan technologique. Justement, est-ce que j'ai déjà pu passer ? Justement, peut-être pour rebondir sur ces questions de lien social, on parle de réseaux sociaux, on parle de lieux de rencontre, mais est-ce qu'on peut faire une distinction entre un lieu de rencontre et un lieu de dialogue ? Bon, évidemment, on est tous capables de faire la distinction entre d'un côté le réseau social qu'on utilise ou qu'on fréquente ou dans lequel on s'exprime d'une certaine façon. Je regardais, c'est pour ça que je prenais des petites feuilles tout à l'heure, parce que j'avais relevé quelques petites statistiques, c'est toujours étonnant. Bon, en même temps, réfléchir de manière statistique n'est pas forcément toujours très juste par rapport à une démarche un peu qualitative, mais quand même, il y a quand même un certain nombre d'indicateurs. On sait par exemple que les réseaux sociaux, c'est à peu près 80% de Français qui utilisent les réseaux sociaux en France. 80% des gens. Donc c'est plus un phénomène marginal, c'est un phénomène massif. Ça n'était pas vrai il y a une vingtaine d'années, ou une dizaine d'années. Parce qu'il y a une vingtaine d'années, lorsque les réseaux sociaux naissent en gros à l'arrivée du smartphone, et puis évidemment avec Facebook, etc., etc. Mais depuis, on assiste à une accélération et d'une certaine façon une convergence
dans l'utilisation des grands médias, enfin des grands réseaux sociaux. Les plus utilisés sont Facebook, WhatsApp et Instagram, par exemple, mais on voit que d'autres réseaux sociaux comme TikTok, comme Snapchat ou d'autres plateformes ou réseaux sociaux, précisément, ne cessent de grimper. Qu'est-ce que ça traduit ? Ça veut dire qu'on est rentré dans un moment où on a besoin de communiquer, où le besoin de communiquer est de plus en plus important parce qu'on a le sentiment de n'être pas écouté, de n'être pas entendu quelque part. Donc c'est dans le réseau social qu'on va avoir l'impression de participer à une conversation collective, ce qui est un leurre, parce qu'en réalité il n'y a aucune conversation collective. On est dans un échange, ou plus exactement une présentation des différents points de vue des uns et des autres sans qu'il y ait une conversation qui s'établisse. Une conversation, c'est ce qu'on a entre nous ici, c'est-à-dire la possibilité d'intervenir, d'interrompre, de discuter, de revenir en arrière, de reposer, de demander des précisions. Sur n'importe quel réseau social, vous n'êtes pas dans cette configuration-là. Vous êtes dans autre chose qui est l'expression d'un point de vue. Et ce point de vue est éventuellement commenté d'une certaine façon ou d'une façon. Je termine là-dessus en disant que le commentaire, en plus, est réduit en termes de surface de mots. Ça veut dire que réduisant la surface de mots utilisables, eh bien, vous réduisez aussi la capacité de penser. Parce que lorsque vous pensez, vous développez un point de vue. Sur le réseau social, vous ne développez pas un point de vue. Vous ne faites que produire une émotion, pas une réflexion, un commentaire, je cherchais le mot, un commentaire qui vient s'ajouter à d'autres commentaires. Et l'illusion que vous avez, c'est que l'ensemble des commentaires pourraient former quelque chose de l'ordre de la réflexion, ce qui n'est pas vrai, ce qui est autre chose, qui génère d'autres mécanismes de pensée. Voilà un petit peu autour de la question du sens, c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'interroge sur justement qu'est-ce que transforme l'apparition, plus que l'apparition, le développement massif de ces dispositifs. C'est sur la question du sens. Et quand on pose la question de l'inclusion, de la recherche de l'inclusion, pour éviter une fracture numérique, on peut se demander pourquoi. Pourquoi essayer d'inclure dans un système qui finalement nous amène à transférer à l'intérieur des systèmes automatiques toute une série de choses que nous étions capables de faire par ailleurs. Je prends un exemple. Je vous demande de téléphoner à votre beau-frère ou à votre belle-sœur. Pas persuadé que vous connaissiez le numéro par cœur. Mais par contre, vous l'avez dans votre téléphone, évidemment. C'est vraiment un pur exemple stupide. Je vous demande d'aller de tel endroit à tel endroit. Je ne suis pas sûr que vous y alliez facilement, sinon avec une carte GPS. C'est-à-dire avec un algorithme qui va vous dire, que ce soit Waze ou autre chose, enfin une plateforme qui travaille sur un algo, qui va vous dire il faudrait passer par là, par là, par là et par là. Donc c'est-à-dire que votre capacité personnelle, elle est d'une certaine façon progressivement transférée dans des systèmes automatisés. Et ce transfert de cette capacité réduit votre responsabilité, d'une certaine façon. Voilà. Peut-être un mot, Kevin, par rapport à ton expérience de terrain ? Alors oui, sur la partie réseaux sociaux, et bien que très intéressant la réflexion. Il y a un sujet qu'on a peut-être moins abordé sur le réseau social et il faut qu'on prenne conscience aussi, c'est que le réseau social, il a une vocation commerciale. On en parlait à midi. Et que le contenu qui nous est présenté, il est hiérarchisé. Et cette hiérarchisation, elle est déléguée aux producteurs du réseau social, aux constructeurs du réseau social, aux gens qui ont créé les algorithmes qui sont sur ce réseau social. Et ce qui nous est présenté, il y a deux choses. C'est déjà ce qu'on veut voir, ce que l'on souhaite voir, et pas ce que l'on ne souhaite pas voir. Et là où, quand il y a conversation, souvent, il y a plus facilement conversation quand les avis divergent. En tout cas, il y a débat, il peut y avoir débat à partir du moment où les avis divergent. Quand on vous présente tout ce que vous voulez voir, il y a confort. Il y a un confort qui est facile à prendre, à suivre, et ça ne va pas forcément susciter débat, en tout cas différemment. Alors pourtant, on voit des échanges enflammés sur les réseaux sociaux, donc ça ne veut pas dire que les réseaux sociaux nous présentent que ce qu'on veut, mais il y a
il y a quand même un effet de bulle qui existe sur les réseaux sociaux que les algorithmes créent et dans lequel les algorithmes nous enferment avec des gens qui ont des passions, des sujets, des thématiques qui nous suivent et qui nous intéressent. Et là où je reviens à mon point, qui est intéressant quand même dans la question de la conversation et de l'utilisation des réseaux sociaux, c'est que pour moi il ne peut y avoir de conversation réelle, et je reviens exactement à ce que vous avez dit, quand il y a un échange concret où on peut s'interrompre. Et ce que l'on a dans nos effets de bulle, avec nos déclarations successives les uns les autres, n'est tout et autre chose, mais n'est pas une conversation. Et là, je reprends entièrement les mots précédents. Mais en plus, cette conversation, qui n'est pas une conversation, parce que ces échanges qui n'est pas une conversation, il est en plus téléguidé par l'effet de bulle. Il est téléguidé par l'effet de bulle parce que le réseau social nous emmène à un endroit, l'algorithme nous emmène à un endroit que naturellement on n'aurait peut-être pas emprunté si on avait eu ces mêmes échanges entre nous, ici, assis sur des bancs. Si on peut parler de montée de l'individualisme dans notre société actuelle, est-ce que selon vous il y a une corrélation entre l'utilisation de ces réseaux sociaux qui a explosé ces 20 dernières années et notre façon de vivre qui est peut-être différente de celle qu'on connaissait donc comme on parlait d'une famille qui était plus nucléaire, de rencontres plus physiques, parce que quand on parle avec des plus jeunes, ils nous disent, on leur reproche souvent, vous ne discutez plus, vous ne vous voyez plus, mais ils vous répondent, mais bien sûr que si, on discute encore plus, on en discute en ligne. Selon vous, est-ce qu'il y a un lien entre la montée de ces réseaux sociaux et une certaine forme d'individualisme ? Faudrait définir individualisme et je ne suis pas sûr que on ait tous la même définition sur ce sujet. Je suis né à une période un peu charnière, en 86, donc j'ai été adolescent dans la montée d'Internet, dans un monde où on n'était pas tant que ça dans ma classe d'âge à être régulièrement sur les réseaux. Et où on a entamé tous les sujets des chats en ligne. Voilà, c'était les débuts des chats, de toutes ces technologies-là. Et donc j'ai construit mon adolescence, moi, plutôt là-dessus. En tout cas, les échanges avec les autres là-dessus. Ce qui fait que j'ai une inquiétude peut-être moindre à voir les jeunes les plus jeunes en tout cas, sur leur téléphone, à échanger, à s'envoyer des messages. Ça, parce que c'est finalement une extension de ma propre adolescence qui était pour derrière un gros ordinateur avec un grand écran et tout ça, mais le faire sur son téléphone ou le faire sur un ordinateur, finalement l'échange il y a encore et il reste social dans la mesure où il s'envoie des messages au travers de l'outil. Donc, est-ce qu'il y a un individualisme derrière ça ? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des modes de communication différents ? Certainement. Voilà. Est-ce que c'est bien ou c'est mal ? Personne ne peut nous le dire à aujourd'hui, en tout cas en l'état actuel des choses. On a vu très clairement, et je reviens au confinement, c'est bizarre, le numérique et le confinement, il y a quand même un gros lien qui se fait sur ces sujets. On a vu que le numérique a quand même permis de garder un lien social assez fort aussi pendant le confinement pour les adolescents, au travers des jeux en ligne, au travers des forums de chat, des chats, des choses comme ça. On a vu qu'il y avait du positif de ce côté-là. Est-ce que y a un pendant négatif ? Moi, j'ai pas la connaissance et j'ai pas le recul pour dire. Est-ce que ça fait monter cet individualisme-là ? Ça, est-ce que c'est la société qui fait que ? Est-ce que c'est la poule ou l'œuf ? Ça, je sais pas vous le dire, mais peut-être que vous avez cette réponse du code. Non, j'ai pas plus de réponse que vous. J'ai simplement, je constate comme tout le monde un certain nombre de choses. Peut-être qu'on le regarde un peu différemment. La même chose, on la regarde un peu autrement. Il y a une communication. Quand on dit que les jeunes utilisent les moyens numériques pour communiquer, évidemment, ils communiquent. Et évidemment, ils communiquent de manière massive et que c'est important dans la construction, y compris de leur personnalité, de leur développement, etc. Chaque génération trouve les formes de sa propre construction de relations sociales, etc. Donc aujourd'hui, on utilise ce vecteur-là. Ce qui est problématique, c'est évidemment à partir du moment donné où ce support, où ces outils
génèrent un certain nombre de comportements, vont produire du comportement qui dépasse ce qui était attendu au départ. Je prends un exemple. À partir du moment donné où lorsque vous voyez apparaître en masse, d'une manière absolument massive sur l'ensemble des supports de communication telle ou telle image, votre manière de penser les choses va se transformer à partir d'images que vous avez vues, parce qu'elle est devenue massive et qu'elle occupe l'ensemble du spectre des informations qui vous entourent. Donc là, la massivité, l'augmentation et la vitesse de propagation de toutes ces choses-là a été évidemment extraordinairement importante au cours des 15 ou 10 ou 12 ou 15 dernières années. C'est-à-dire qu'on a des phénomènes d'accélération, des phénomènes de massification d'informations qui occupent tout l'espace visible d'un être humain, au point de considérer que ce que l'on observe ou ce que l'on voit constitue la réalité. C'est là qu'il y a un problème, parce qu'en effet, on sait tous que une image peut être fabriquée, que quelque chose n'est pas forcément vrai, etc. Et c'est là qu'on a vu apparaître toute une réflexion, y compris d'ailleurs autour de cette massification de l'information et de cette vitesse de propagation d'un certain nombre d'informations qui n'étaient pas toujours très très justes, des fakes, etc. On a vu quelque chose naître qui a à voir avec les questions de complotisme, avec les questions de détournement du réel, etc., etc. Donc il y a un danger à toutes ces questions dans l'usage et dans l'utilisation de ces choses-là et qui pose question à l'échelle personnelle, individuelle. Comment est-ce qu'on peut croire à des choses? C'est là qu'on en revient à la question première, qui est celle en effet de l'éducation, des conditions dans lesquelles on peut accompagner les personnes pour essayer de comprendre quelles sont les limites dans les usages de ces outils-là. Le problème, c'est que les outils en soi ne sont pas ni mauvais ni bons, ils n'ont absolument pas de pensée. Les outils, ils restent des outils. Simplement, on a un substrat en dessous qui vient organiser tout ça. Pourquoi? Parce que ce sont des entreprises privées qui gèrent l'ensemble des outils numériques ou des plateformes, etc. Ce sont des entreprises extrêmement puissantes qui ont un intérêt, c'est de pouvoir développer leur économie. Et pour développer leur économie, elles vont utiliser les informations que vous allez produire. Ces informations sont capitales parce qu'elles permettent d'être mises en quelque sorte sur le marché. Je fais des raccourcis un peu très très saisissants et peu importe, mais grosso modo, on est dans une histoire comme celle-là. Et donc, derrière ça, on a du mal à aller contester la politique économique de ces immenses entreprises qui vont déterminer les conditions dans lesquelles on pense le monde. D'une certaine façon, elles nous organisent une manière de concevoir et de faire et de voir le monde, y compris à l'échelle individuelle, en passant par la captation de notre attention, par un capitalisme de surveillance. Sous-entendu, nous sommes nous-mêmes les producteurs de notre propre enfermement. D'accord ? Donc cette question-là est centrale. Et donc la question de l'éducation, et donc de l'éducation critique à l'endroit de cette révolution numérique, qui n'est pas qu'une révolution technologique, mais bien une révolution politique, industrielle, etc., etc., qui a un impact, on ne l'a pas dit, mais qui est considérable sur l'environnement. On parle de la dégradation de l'environnement, et cette chose-là coûte très cher à l'environnement, en termes de stockage des données, en termes de circulation des données, etc. Donc, à un moment donné, on ne peut pas être uniquement dans une vision angélique du développement, du progrès que constituerait le développement industriel technologique. On est aussi avec son côté, le côté obscur de la force, hein, qui d'une certaine façon vient un petit peu plomber tout ça, quoi, d'une certaine façon. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, en tant que médecin, moi, j'aurais envie de dire que ce qui pose problème dans l'usage de l'outil informatique, c'est la perturbation de la relation parent-enfant. Les parents, maintenant, sont de plus en plus devant des écrans. Et les enfants, je vois par exemple dans la salle d'attente, des enfants de 3 ans, on leur met le téléphone portable avec un jeu pour les faire patienter. Alors bon, on va me dire que c'est des jeux, c'est donc interactif, et si c'est interactif, c'est pas mauvais, mais je suis pas sûr que ce soit si bien que ça. Et en plus, au lieu de discuter avec l'enfant, le parent confie l'enfant au téléphone en fait. Donc c'est ça le problème en fait. C'est le problème que tous ces outils informatiques détournent les parents de la relation parent-enfant
Et ça va avoir certainement un impact très grave dans l'avenir. Oui, mais je partage tout à fait ce que vous dites. Enfin, je pense qu'on est d'ailleurs, je pense qu'on est tous d'accord sur ce que vous venez de dire. La construction d'un individu, c'est d'abord dans la socialité, c'est un phénomène de socialisation, c'est parce qu'il est dans une famille, dans un milieu particulier, que les choses vont se construire. L'enfermement d'un individu en face d'un écran réduit complètement sa capacité d'abord à rêver, à penser, à agir d'une certaine façon, puisqu'il est dans des systèmes de délégation, encore une fois, délégation de savoir, délégation de pouvoir, délégation de plaisir d'ailleurs d'une certaine façon, puisqu'en fait il va moi je suis pas psychologue, mais en tout cas bon voilà, on sait bien qu'on tend vers ce genre de choses. Donc la question qui est posée, c'est celle de l'éducation à cette révolution-là. Comment essayer de l'interpréter, comment essayer de la faire advenir à un autre endroit. Parce qu'en réalité, le numérique a aussi ceci de particulier, c'est ce que disait Bernard Stiegler, c'est qu'en fond, il y a quelque chose de l'ordre du pharmacone, enfin, et en même temps, il y a quelque chose de l'ordre... c'est à la fois toxique et en même temps libérateur, c'est ça qui est fou, quoi. C'est-à-dire que c'est toxique pour tout ce qu'on a dit, mais c'est aussi un extraordinaire outil de libération et de connaissance. Un des exemples manifestes du numérique intelligent, c'est Wikipédia, par exemple. Hein. C'est-à-dire des plateformes, des sites qui sont capables d'agréger de l'information qui est débattue, qui est modérée, qui est réfléchie par ceux qui y contribuent. Donc toutes les logiques d'open source, d'open, etc., tout ce qui est open donne du numérique une autre image et concourt vers un monde un petit peu nouveau. Voilà. On a vu qu'il y avait des problèmes auxquels j'adhère absolument, donc de captation de l'attention, notamment des parents vis-à-vis des enfants, mais aussi des enfants eux-mêmes. Et cette captation de l'attention, finalement, n'est pas forcément très bénéfique, et il semblerait qu'elle soit liée à l'économie, puisque l'économie, c'est l'économie de la captation de l'attention. Et vous avez cité Wikipédia. Wikipédia, c'est un projet effectivement open, dans lequel il n'y a pas l'économie de captation de l'attention. Et il y a d'autres projets, voilà, on parlera de Open Science juste après, mais il y a d'autres projets, et notamment il y a des réseaux sociaux qui fonctionnent, dont les technologies aujourd'hui sont mûres, qui fonctionnent sans cette économie de captation de l'attention. Et aujourd'hui, ces réseaux sociaux, il y en a un bien connu, enfin, qui commence à être bien connu, qui s'appelle Mastodon, mais il y en a plein d'autres. Pourquoi on n'arrive pas, et ça je ne sais pas, pourquoi on n'arrive pas à faire en sorte que alors j'ai une petite idée, hein, c'est parce qu'il n'y a pas de budget com derrière, mais comment on pourrait, pourquoi on n'y arrive pas et comment on pourrait aller plus loin pour essayer de les faire utiliser pour sortir justement de ces problèmes-là. Très rapidement, parce qu'en plus on en a un tout petit peu échangé tout à l'heure, je partage complètement le point de vue sur la communication, et vu qu'il y a peu d'intérêt financier à aller dans Mastodon, vu qu'il n'y a pas d'intérêt financier, pourquoi faire de la com et pourquoi faire rentrer plus de personnes? Alors Mastodon, oui, merci. Mastodon, c'est une alternative à Twitter, concrètement. C'est chacun publie ses contenus et on peut suivre des personnes, mais de manière décentralisée, avec une partie complètement libre où chacun peut monter ses instances de Mastodon qui peuvent interagir et interopérer entre elles. Et donc, par maillage, on arrive à connecter l'ensemble des personnes qui sont connectées à Mastodon. Ça, c'est le fondement technique, mais finalement, la technique va... Si on se dit que c'est un Twitter décentralisé, libre, on a compris le sujet. Ensuite, il y a le parti com. Il y a la partie, pour moi, à mon sens, qui est aussi cruciale, c'est que la place est prise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des outils qui sont imparfaits, et à l'échelle de la population qui sont de fait très imparfaits, mais qui sont déjà utilisés, en place, et ça demande une volonté de changement, de passer d'un outil où on a accès, et où on a nos habitudes, et où on a notre contenu comme on le souhaite, à un autre outil qui serait plus libre, plus vertueux, et peut-être meilleur pour nous de manière générale, mais auquel on ne trouvera pas forcément les contenus que l'on avait précédemment. Et donc il y a un sujet de consommation pour moi derrière, et malheureusement, je ne vois pas de solution
si ce n'est une prise de conscience générale et une envie générale de changer, et ça passerait plutôt par une faillite, ou en tout cas une faille des autres, qui laisserait une porte ouverte pour rentrer. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'analyse. Oui, je suis tout à fait d'accord. Enfin, en fait, la réponse est juste. Je dirais qu'en plus, on est en face d'un marketing hyper puissant qui est développé par les immenses plateformes ou entreprises extrêmement puissantes que sont Amazon, que sont Uber, que sont tout ce qu'on veut, etc. Voilà. Donc le combat est inégal. Hein. C'est David contre Goliath et de très très loin. Hein. Donc c'est pas tout à fait ça. D'où la question. C'est-à-dire, au fond, comment recréer des instances à l'échelle des endroits où nous vivons, finalement, parce que tout ça procède d'un rêve qui est un rêve ancien, qui est celui d'un rêve de l'universalisme. Hein. C'est au fond, on a tous à voir avec quelque chose qui relèverait d'une pensée planétaire, hein, d'un monde commun, ce que disait Marshall McLuhan, hein, c'est-à-dire au fond le village global. Hein. Nous serions dans un monde voilà, où on pourrait échanger tout un ensemble de choses tous ensemble. Sauf que ce rêve d'Internet ouvert où on peut dialoguer les uns avec les autres, il s'est largement fait détruire. Par quoi? Mais par des systèmes de captation, d'appropriation de morceaux d'Internet, littéralement. C'est-à-dire qu'en réalité, Internet n'est plus un espace aussi libre qu'on a cru vouloir le rendre, le faire à un moment donné. Donc, on est dans un monde atomisé qui est toujours structuré par les réseaux des réseaux, c'est-à-dire qu'en fait, Internet structure toujours un peu pas mal de choses, mais sous domination financière et d'une certaine façon politique de ces immenses entreprises. La puissance publique en face d'entreprises comme les entreprises dont j'ai parlé tout à l'heure, voilà, Google et tout le reste, la puissance publique est très très faible, très fragile à côté de ça. Elle n'a pas la puissance de contestation. Elle peut imposer un certain nombre de choses. Alors on le voit sur la question de la réglementation, en termes de liberté, en termes d'imposition, de taxation des entreprises. C'est extrêmement compliqué et on voit que là-dessus, c'est difficile de trouver une position commune. Donc, le combat est inégal et il est en plus, et nous sommes obligés de renoncer à un rêve qui était un rêve d'universalisme, et donc, ou d'universalité en tout cas, que pouvait générer la révolution numérique. Nous allions tous pouvoir communiquer les uns avec les autres d'une manière pacifiée. En réalité, il n'y a plus de pacification et le capitalisme numérique, et en tout cas ce capitalisme qui a su, lui, se reconstruire et se redévelopper et s'adapter, n'a pas arrêté de fracturer complètement cette idée-là. Hein. Parce qu'il y a quelque chose de paradoxal dans ce que vous venez d'évoquer. Parce que le rêve universaliste, au départ, la création d'Internet, c'est le rêve universaliste d'une toute petite minorité de gens initiés. Donc c'est facile d'être universaliste quand on est entre soi. Et après, ce qui est paradoxal, c'est que concrètement et matériellement et techniquement, le réseau devient universel. Et c'est au moment où il devient précisément universel que le rêve universaliste s'échappe. C'est un drôle de paradoxe. On ne peut plus rêver à l'universalisme à partir du moment où l'outil lui-même a un fonctionnement universel. Pourquoi? Vous avez 4 heures. Non, c'est avec plaisir que... On a l'impression un peu brusquement, mais c'est vrai que ça me... Non, d'abord Tim Berners-Lee et Robert Caillot, quand ils développent le web, après que Vince Cerf et Bob Kahn aient développé les protocoles de communication TCP/IP, etc., quand ces gens-là commencent à agréger au fond les réseaux, hein, c'est-à-dire au fond sont sur une logique de partage de la connaissance. C'est comme ça qui est puissant. Hein. Le moteur central du développement d'Internet, c'est d'abord l'idée que la connaissance peut être partagée. C'est une idée absolument généreuse, même si ce sont quelques personnes qui l'ont pensée, il n'empêche que elle fait sens pour nous tous. Elle fait sens pour nous tous. Après de l'idée au réel, eh bien, on est dans le combat. C'est-à-dire que pour qu'une idée généreuse s'impose, que ce soit au niveau du numérique comme ailleurs d'ailleurs, eh bien, cette idée-là, elle fait l'objet de tensions, de contradictions
Et la contradiction est inhérente à la construction même de la solution. Donc, il n'y a pas de solution toute faite qui ne soit pas d'abord le résultat d'une construction qui elle-même s'appuie sur des contradictions. C'est quelque chose qu'on pourrait développer dans d'autres champs ou d'autres disciplines. Donc, ce n'est pas une réponse, mais c'est quand même pour dire que ce rêve-là, ce rêve d'un partage des savoirs, une espèce d'agora de la science, ou au-delà de la science, de la culture au fond, elle a encore du chemin à faire, et elle en a d'autant plus que l'universalisme porte en lui aussi un problème, qui est un autre problème beaucoup plus fondamental, qui est celui, au fond, d'une forme d'uniformisation du monde. C'est-à-dire que d'un bout à l'autre de la planète, on serait amené à penser de la même façon, à rêver les mêmes choses, ce qui est faux. Parce qu'on voit bien que l'aspiration des populations, des personnes, à revendiquer leur histoire, leur culture, leur trajectoire est tout aussi importante que celle des autres, finalement. Et le numérique a tendance à lisser ça d'une certaine façon. C'est là où se situe le paradoxe. Oui, je vous rejoins tout à fait. C'est-à-dire que tant qu'on pense l'universel entre philosophes des Lumières européens, ça va tout bien. Ça va tout bien. Et le jour où on veut que ça soit mondial, ça va moins bien. Ça va moins bien. Mais le numérique nous fait croire que ça pourrait aller bien. C'est là qu'il y a des C'est là qu'il y a tout sujet. Et alors, pour réagir, pardon, mais moi, il me semble que le terme universel ne convient pas. Enfin, si on évoque des chercheurs qui, au départ, veulent partager de manière au-delà des frontières géographiques leur savoir, c'est quand même au niveau social et au niveau du type de public très particulier. C'est pas du tout l'ensemble des populations au départ déjà qui étaient concernées par ce projet-là. Et donc quand après on voit la mondialisation ne veut pas dire universalisme en fait. Et d'ailleurs pour la France on sait quand même que cette notion elle est d'emblée biaisée quand même. Quand on a dit universel au moment de la Révolution, on a quand même pensé à certaines populations et pas à toutes. Donc voilà, je voulais juste... Non, mais le rappel historique est parfait, et j'y souscris totalement. Donc, mais le paradoxe est là. Il y a d'un côté, parce que ça servait aussi des intérêts militaires, parce que la création d'Internet n'est pas non plus en dehors de l'intérêt des Américains dans la création d'ARPANET, et puis en effet d'autres... Enfin, je ne vais pas remonter toute l'histoire de la création d'Internet, mais enfin, on sait tous que... Voilà. Voilà. Donc, au final, on a quelque chose qui s'est développé à l'échelle mondiale, qui nous donne l'illusion d'un espace, au fond, linéaire, enfin, comment je ne sais pas dire, plat, d'une certaine façon, alors qu'on voit bien que c'est précisément l'inverse qui s'exprime. Je me pose la question si finalement le développement de l'outil informatique ne contient pas en lui-même une route vers moins de compréhension entre les hommes. Parce qu'en fait, quand on est derrière son écran, on est comme dans sa voiture, on voit les gens qui s'énervent aux voitures, qui feraient jamais ça s'ils étaient sur le trottoir devant la personne. Derrière son écran, protégé derrière son écran, on se permet de dire des choses, de lancer des invectives qu'on ne se lancerait pas si on était en face de la personne. Et d'autre part, le fait que les grandes entreprises, pour des raisons commerciales, nous choisissent des sujets sur lesquels on est déjà en adhésion, ça a tendance à nous radicaliser, puisque c'est pas une ouverture, c'est au contraire un enfermement dans les préférences qu'on a déjà, et en fait ces grandes entreprises nous enferment de ces préférences pour des réseaux commerciaux, parce qu'elles nous proposent ce qu'on aime déjà bien. Et finalement, au lieu de s'ouvrir vers l'autre comme on pourrait le faire à travers une lecture d'un roman, où là, tout d'un coup, on découvre un auteur, on découvre un monde différent, là c'est complètement un enfermement sur quelque chose qui a été repéré par ces grandes entreprises. On est d'accord. On est d'accord, totalement. Mais alors, c'est pour ça que des rencontres comme celle-là ont tout leur sens, précisément, parce qu'elles mettent en présence des personnes qui peuvent exprimer des points de vue différents, et où on va chercher ensemble à trouver une réponse à une question qui est extrêmement complexe, quoi. C'est pour ça que la posture d'expert n'est pas une bonne posture dans ce genre de choses, parce qu'en réalité, l'expertise, elle est collective, à condition qu'on construise ensemble une réflexion qui, évidemment, prenne appui sur un certain nombre d'éléments vérifiés ou vérifiables, en tout cas. Voilà. Donc, oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, et je dirais même, alors,
le paradoxe d'ailleurs du numérique, d'une certaine façon, et de l'écran, c'est qu'il a aussi accéléré des progrès techniques ou scientifiques. Vous êtes médecin, oui, le fait qu'on ait la possibilité d'avoir des outils qui permettent d'investiguer, d'indexer, de reconnaître, etc., même si elle ne supprime pas la capacité du médecin à décider, elle devient un complément et une aide à la décision tout à fait capitale. Même en matière de communication. Moi, il y a 5 ans, j'avais une albanese qui pleurait devant moi, j'étais incapable de savoir ce qui lui arrivait. Alors que maintenant, avec Google Traduction, elle peut m'expliquer ce qui lui arrive. Juste compléter, parce que je crois qu'on est un peu en retard déjà. Mais ce qui était abordé là, c'est aussi tout le sujet qui devient majeur autour du numérique aujourd'hui, qui est le numérique responsable, et qui intègre les enjeux aussi bien sociaux, éthiques et environnementaux qui sont liés au numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le numérique n'est pas neutre, il a des impacts dans toutes ces branches-là, et la construction d'un autre numérique est possible à condition de le vouloir, mais ça veut dire se poser ces bonnes questions, aussi bien sociales sur l'électronisme qu'on a déjà abordé, éthique, on vient d'en parler, et puis bien sûr tout le sujet de la transition écologique qui est lié à notre usage du numérique. Donc justement, sur les 10 dernières minutes qui nous restent de cette rencontre, l'idée c'est d'imaginer un futur désirable dans ce domaine du numérique, peut-être déjà avec vous, à un niveau local. Quelles sont les prochaines échéances? Qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite dans ce domaine du numérique? Je ne sais pas si je souhaite grand-chose pour le numérique. Est-ce que le souhait le souhait enviable, c'est d'avoir plus de numérique ou ça, je ne suis pas sûr. Je pense au contraire que ma délégation à la ville, c'est pas finalement le développement du numérique, c'est la transition numérique. Et rien que dans la terminologie, c'est pas forcément le même sujet. C'est-à-dire qu'on a un numérique tel qu'il nous a été livré et tel qu'il a été amené jusqu'ici à aujourd'hui, et qui doit refaire le fruit. On doit leur questionner ce numérique, on doit leur questionner sur pourquoi on en met, quel est le sens que l'on met derrière, pour qui on le fait, quels usages on a derrière, quel est l'intérêt qu'on y porte. Et c'est que sous ces questions-là que derrière on pourra avoir un numérique utile, parce que s'il y a un souhait à avoir pour le numérique, c'est qu'il soit et utile, et utilisé et utilisable, et qu'il soit pérenne et qui permette à tout le monde de le vivre et de vivre tout court. Et c'est tout sûrement ça, ça veut dire qu'il faut qu'on change, nous, tous, aussi bien utilisateurs que collectivités, que entreprises, notre logiciel et notre conception du numérique pour l'amener vers un numérique déjà soutenable pour tous. C'est peut-être ça, si j'ai un souhait, un numérique soutenable. Ouais, mais je pense que c'est exactement ça. Non, je pense que comme on est dans un monde en transition, même si d'aucuns nous disent qu'il est achevé, en tout cas sur le plan que serait l'intelligence artificielle et que seraient tous ces systèmes d'immenses calculateurs là, qui nous donneraient les réponses à toutes nos questions, je pense qu'on est dans un monde en transition et que la transition est d'abord de la relation, quoi. Et qu'une des choses qu'on pourrait souhaiter ou qu'on pourrait essayer de faire, c'est précisément de renforcer les logiques de relations entre les individus et entre les groupes d'individus, évidemment, et une relation qui soit une relation au sein de laquelle on puisse délibérer. C'est-à-dire qu'on puisse réfléchir, critiquer et décider. À partir du moment où on a comme ça une culture du transfert de nos responsabilités, de nos savoir-faire, de nos savoir-être, voire même de nos savoir-dire à l'intérieur de systèmes automatisés, qui sont automatisés pour partie, parce qu'on sait très bien qu'il y a toujours des personnes qui travaillent derrière ces systèmes automatisés. Elle n'est pas totalement automatisée non plus, et il y a des quantités industrielles de gens précaires qui travaillent derrière ces systèmes pour pouvoir garantir leur tenue, ou en tout cas nous faire croire qu'ils sont modérés de manière intelligente. Croyez-moi, je pense que donc on a à remettre énormément d'intention dans la relation et la création de dispositifs délibératifs. C'est pour ça que je plaide, moi, pour des espaces conversationnels, pour des lieux de conversation, etc. etc.
C'est le sens d'ailleurs de ma thèse. Merci Bruno Cohen, merci Kevin Guélaf de nous avoir donné votre point de vue sur ces questions du domaine numérique. On a rapidement évoqué toutes ces thématiques, mais il y en a plein d'autres. Je vous invite à creuser sur ces thématiques-là qui nous concernent tous de plus ou moins loin. Et je vous invite surtout à rester pour la suite. Je vais vous donner les deux problématiques, les deux thématiques qui vont être abordées juste après. Donc nous avons apprendre à réenchanter le travail avec notre expert qui est juste ici, mais qui sera dans l'espace parole numéro 1 à 15h. Et ici, on va poursuivre avec une question sur pourquoi ouvrir et partager la science avec notre expert qui est juste ici. Ça sera ici dans l'espace parole numéro 2. Merci d'avoir été avec nous pour ce moment d'échange. Merci à vous. RCF